Donc, bienvenue à toutes et tous, bonsoir. Donc, dernière session de la semaine du cerveau. Nous terminons en beauté. Alors, Katia, Mylène et Claudie, vous enseignez toutes les trois dans le premier degré. Vous voulez vous présenter rapidement? Oui, alors bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors moi, je suis Katia Boulaï Dieng et j'enseigne en CM1 dans le groupe scolaire Jacques Majorel à Lozui, à Marrakech. Merci Katia. Bonsoir, je m'appelle Claudie Corvelec, je suis enseignante en CE1 au lycée Mermoz à Abidjan en Côte d'Ivoire depuis 4 ans. Merci Claudie. Bonsoir, je m'appelle Mylène Hardy, donc je suis enseignante en cycle 3 actuellement. Je suis remplaçante en Espagne à Valence. Merci beaucoup Mylène. Et nous avons également avec nous Marine. Marine, tu es professeure de SVT au collège. Oui, bonsoir à tous. Écoutez, moi je suis la collègue de Katia pour le second degré. Donc j'enseigne aussi au groupe scolaire Jacques Majorel à Marrakech. Et j'ai donc l'ensemble des niveaux du collège. Merci beaucoup. Vous avez entrepris il y a un peu plus d'1 an maintenant une certification en neurosciences cognitives, apprentissage et transitions éducatives. Aujourd'hui, vous arrivez presque au bout de la certification et depuis le début, vous avez intégré des activités de neurosciences dans votre pratique. Avant de vous écouter parler de votre pratique, justement, nous avons très envie de donner la parole aux enfants, comment ils réagissent, ce qu'ils disent du type de contenu que vous leur proposez, ce qu'ils apprennent. Je crois que vous avez un petit film à nous présenter et je pense que vous allez y revenir au fur et à mesure de votre exposé. Moi je dis que les filles elles sont pas plus intelligentes que les garçons et les garçons sont pas plus intelligents que les filles. Parce que il y a peut-être des filles qui sont moins fortes que les garçons et des garçons moins forts que des filles. Mais après on a tous la même intelligence, on sait tous plein de trucs. De toute façon, les garçons et les filles sont intelligents de la même manière parce qu'on est tous des êtres humains, on est pareil, on vit dans le même monde et il n'y en a pas qui sont moins intelligents ou plus intelligents. Tout le monde est intelligent mais à sa manière. Que c'est pas parce que t'as un petit cerveau que t'es moins intelligent, que c'est pas parce que t'as un gros cerveau que t'es très intelligent. Tarek ? Pour moi, l'intelligence, c'est pas héréditaire. C'est-à-dire, on est tous avec le même cerveau, mais chacun en fait ce qu'il peut faire. Ça veut dire, il y a peut-être ton père, il est ultra intelligent, ça veut pas dire que toi, t'es intelligent. C'est pas logique. Ça veut dire... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Pour être intelligent, qu'est-ce qu'il faudrait ? Faudrait lire. Lire. Faudrait apprendre. Oui. Alors... Faudrait lire, faudrait apprendre. Faudrait découvrir le monde. Ça veut dire... Déjà, l'intelligence, c'est... Si on peut... On sait se sortir de toute situation. Du coup, il faut se mettre dans des situations, des fois. Pour apprendre des nouvelles choses. Des fois, tu peux même regarder quelque chose pour l'apprendre. Et il faut aussi analyser. Du coup, faut apprendre et il faut lire. T'écoutes, Rally ? Moi, je crois que vers 20 ans, on peut toujours apprendre. On peut toujours apprendre des nouveaux trucs, on peut toujours être encore plus intelligent. Tu peux toujours améliorer comme ton écriture ou juste quelque chose. Tu vas pas cesser d'apprendre vers 20 ans parce que tu seras toujours à l'école, tu vas toujours apprendre. On apprend qu'à l'école ? Non, même par exemple, tu peux apprendre comme à la maison. Ouais. Par ta maman, par ton papa, ou même toi-même, comme juste tu regardes quelque chose et après, waouh, oui, j'ai appris quelque chose. Super. C'est vrai parce que si t'as pas de volonté pour devenir intelligent, c'est comme si tu voulais pas travailler pour devenir intelligent. Du coup, si t'es pas obstiné de devenir intelligent, tu ne le deviendras jamais.
quels sont les bénéfices des cartes mentales? D'abord, on a commencé de voir pour le cœur. Parce que le cœur, nous, dans les leçons, on le voit en haut. C'est toujours, le titre est toujours en haut. Mais nous, elle a dit que notre vision, elle est mieux au milieu. C'est pour ça que dans une carte mentale, on met le titre au milieu. Après, on fait des branches. D'accord. La deuxième chose, c'est qu'un texte, il faut l'apprendre. Alors que dans une carte mentale, tu dois juste lire ce qu'il y a d'écrit et comprendre. Alors que dans une leçon, il faut lire, comprendre ce qu'il y a. Et les mots-clés, quel est l'intérêt de mettre que des mots-clés à votre avis? Yasmine, tout le monde ça? Les mots-clés, les mots-clés, c'est synthétique. Et c'est mieux de le mettre dans une carte mentale que de la mettre dans une leçon. Et un mot-clé va nous renvoyer à quoi, à votre avis? Une définition ou bien une situation. Alors, une définition. Une citation. Surtout. Alors, les enfants, comment se fait-il que vous êtes quasiment tous unanimes? Vous avez tous été unanimes pour dire qu'il était dans la cage. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez réfléchi, les enfants? On n'a pas directement bien analysé l'image. On a juste regardé l'image et on s'est dit « Ah, il est enfermé dans des barreaux ». Alors, on n'a pas analysé. Vous n'avez pas analysé, donc comment vous avez procédé? On n'a pas réfléchi, on a vu l'image, on a dit « Oh, ce gorille est enfermé dans une cage ». Et pourquoi vous n'avez pas réfléchi? Car on voulait aller au plus simple et on n'a aucune preuve pour savoir qu'il est dans une cage. Parce que rien nous le dit. Tout ce qu'on a vu, c'est un gorille enfermé dans une cage, mais on n'a aucune preuve, on a juste voulu aller au plus simple. Alors, parce qu'en fin de compte, est-ce qu'on connaît la réponse? Non. Mais il aurait fallu... Mais on n'a non plus pas de preuve qu'il est en dehors de la cage. Donc qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Bien analyser. Il aurait fallu l'analyser un peu mieux, prendre du temps, regarder ce qu'il y a derrière lui, ce qu'il fait, comment il est et pourquoi ils ont séparé les images. D'accord. Et pour moi, je pense que c'est quand j'ai entendu Noam dire la réponse, je crois que c'est ça. Et quand il a mis sa main comme ça, je veux dire, il s'imagine un peu dans la cage. Mais rien nous dit aussi que c'est... Qu'il est en dehors. Derrière. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon de cet exercice que je viens de vous donner? Qu'il ne faudra pas aller trop vite mais chercher le plus simple. Il faudra réfléchir, prendre son temps, essayer de trouver toutes les possibilités possibles. Voilà, excusez-moi. Parfait. Merci beaucoup pour ce film introductif. Alors, je reviens à ma question. Intégrer des activités de neurosciences, excusez-moi, j'admets quelqu'un, des activités de neurosciences dans votre pratique, cela veut dire dans votre pédagogie et ou dans votre manière d'envisager votre didactique ou dans les activités proposées pour les élèves. Qu'est-ce qui modifie votre pratique et qu'est-ce qui est différent pour les élèves? Alors, Katia, moi, je pense déjà que ça nous amène à une réflexion. Ça nous invite à réfléchir à nos manières d'enseigner, de manière à nous déplacer, à avoir un autre regard justement sur le développement et la construction des apprentissages. Ça, c'est la première chose. Donc, par la réflexion, bien par le biais de nos échanges, par aussi les articles scientifiques que nous lisons, ou bien aussi par les rencontres que nous faisons avec Madame Toscani, par exemple, et d'autres encore qui sont intervenus dans le BU. Donc, justement, j'en viens, c'est aussi une rencontre. Donc, c'est la rencontre entre, d'une part, la recherche et la pédagogie. Donc, ça permet d'adosser, en fait, sa pratique aux théories qui sont très diverses, différentes, mais également complémentaires. On s'inspire alors de toutes ces théories, de tous ces apports, pour s'interroger sur des concepts tels que le statut de l'erreur, par exemple, ou alors la conception dynamique de l'intelligence avec la plasticité cérébrale. Et tout ceci, ça nous amène forcément à un changement de posture. Et par là, ça favorise des gestes professionnels
et au service justement de cette vision qui est flexible de l'intelligence. Ça nous permet d'aiguiser un peu plus notre pratique réflexive qui est tant importante aujourd'hui en tant qu'enseignante. Merci Katia. Je pense que moi, ça m'apporte aussi plus de sérénité. Et je me rends compte que j'ai davantage de solutions pour aider les élèves. Et ce qu'il est important de voir, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Les solutions existent pour aider nos élèves. Et depuis que j'ai commencé cette formation, je me sens moins démunie. Moi, de mon côté, je rejoins vraiment Katia et Claudie là-dessus. Et puis, je trouve qu'on est dans une situation très intéressante où, en fait, on est apprenant, enseignant, et en même temps, on étudie les mécanismes cognitifs et biologiques de l'apprentissage. Donc, on est vraiment là sur une observation de toutes les facettes qu'il y a de l'enseignement et de l'apprentissage. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment la situation idéale pour, comme nous dit Katia, prendre du recul sur nos pratiques et remettre en question en fait certains schémas dans lesquels on s'est un petit peu embarqué par soi-même depuis le début de nos années d'enseignement. Et c'est vrai que on réalise qu'être confronté à de nouvelles connaissances qui peuvent perturber le schéma de pensée que nos élèves ont et que nous, on avait aussi au début de la formation, et c'est pas si évident que ça. Tout simplement de travailler en groupe aussi, ça peut, on se rend compte en se mettant nous-mêmes à la place que, évidemment, pour des adolescents comme mes élèves, par exemple, c'est loin d'être évident. Et puis, un deuxième point, moi, vraiment, que je retiens, c'est ces travaux des neuroscientifiques sur la plasticité cérébrale et que le cerveau continue en permanence d'évoluer et que donc, en fait, la conviction que beaucoup d'enseignants ont que les élèves, tous les élèves peuvent tous progresser, peuvent tous réussir, et maintenant, elle est étayée par des faits scientifiques. Et c'est vrai que, comme dit Claudie, ça apporte beaucoup de sérénité dans la bienveillance qu'on apporte à nos élèves. On en est persuadé. Merci beaucoup. Quels sont les changements en tant que professeur alors? Alors, en tant que professeur, c'est justement pour les élèves. Les changements en tant que professeur pour les élèves, ça va nous permettre de mieux comprendre, en fin de compte, comment favoriser leur engagement et leur motivation. Mais quand on parle d'engagement, souvent j'entends dire, oui, il faut mettre les enfants en activité, certes, mais c'est un engagement qui est cognitif. Faire attention à ça. Donc, ça nous permet, nous, de favoriser leur engagement cognitif. Et du coup, ça me permet également de prendre un certain recul quant à mes exigences par rapport à mes élèves, en comprenant mieux, par exemple, comment nous pouvons les aider à penser. Et tous ces éléments concourent à développer une meilleure connaissance d'eux-mêmes. Ouais, moi, je rajouterais sur ce que tu viens de dire, Claudie, effectivement, cette dimension métacognitive qui, à mon avis, est essentielle. Alors, peut-être je vais redéfinir rapidement ce que c'est la métacognition. Je vais citer Joël Proust. La métacognition, ce sont les processus cognitifs qui contrôlent et évaluent la cognition elle-même. Autrement dit, la cognition, ça désigne l'ensemble des processus qui vont réguler notre propre cognition. Et l'intégration des neurosciences en classe, elle permet d'intégrer cette dimension-là. Les élèves, ils prennent peu à peu conscience de la manière dont ils apprennent, dont ils peuvent réguler leurs émotions, leur attention, leur comportement. Et on le voit bien dans la vidéo que tu nous as proposée, Katia, où les élèves, ils ont vraiment, à un moment donné, une réflexion sur la façon dont ils ont pensé. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils sont tout à fait autonomes dans ça. Ils comprennent comment eux-mêmes pensent. Alors, quand j'étais aux États-Unis, il y avait un livre que j'affectionnais beaucoup de Donna Wilson qui s'appelle « Teaching Students to Drive Their Brains ». Et sur la première de couverture, c'est une illustration où il y a deux enfants qui sont dans un cerveau et ils sont derrière un volant, ils sont tout contents, ils vont vite, ils sont en train de vraiment piloter leur cerveau. Et je trouve que cette métaphore, elle est très, très parlante pour illustrer ce que c'est la métacognition. C'est mettre l'élève pilote de son cerveau, de ses apprentissages. Il est vraiment au contrôle et il sait exactement comment fonctionne son cerveau et ses apprentissages. Je suis tout à fait d'accord avec Mylène.
les élèves sont davantage concernés par leurs apprentissages. Ils savent mieux comment mémoriser, ils trouvent leur propre technique, ils ne comptent pas uniquement sur moi, ils prennent davantage leur temps pour observer, pour réfléchir, pour se poser des questions. Ils ont compris aussi qu'ils ne pouvaient pas seulement refouler leurs émotions, mais voilà, il fallait d'abord qu'ils apprennent à apprendre, à comprendre leurs émotions, et donc en parler, ça les aide à les réguler. Merci pour toutes ces explications sur justement les changements que ça peut permettre dans la pratique enseignante et chez nos élèves. Et justement, par rapport aux élèves, est-ce que les élèves s'intéressent au cerveau? Quelles sont leurs représentations? Trouvent-ils étrange que ce type de contenu soit abordé en classe, par exemple? Alors, du côté des collégiens, c'est un grand succès, hein, le cerveau. C'est vrai que moi, j'enseigne vraiment de manière très explicite les neurosciences en quatrième et en troisième. En quatrième, tout simplement parce qu'il y a un chapitre sur le système nerveux. Et donc, ça permet de vraiment détailler, de faire comprendre aux élèves quels sont les mécanismes de leur cerveau qui leur permettent d'apprendre. Et d'ailleurs, ils ont avant ça des conceptions très variées là-dessus. Ils n'ont pas tous les mêmes idées. Certains pensent que plus on a de neurones, plus on est intelligent. D'autres, quand même, ont déjà le concept de lien entre les neurones et que plus on fait de liens entre les neurones, là, plus on est capable de réflexion. Et par contre, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que sans que ce soit basé sur des connaissances scientifiques, mais ils ont tous déjà des convictions autour du fait qu'on est tous intelligents, qu'on est tous capables de continuer à apprendre, qu'on a des intelligences différentes. Et je pense que cet échange sur l'intelligence, c'est vraiment intéressant. On en débat avec les élèves. Et moi, j'étais assez surprise de voir leur réflexion là-dessus. Et je pense, en fait, j'ai découvert à travers cette activité que, en fait, c'est des questions qui se posent et qu'ils ont peut-être pas forcément l'occasion de verbaliser. Mais ils se posent des questions sur leur intelligence, sur l'intelligence des autres, en se comparant. Et donc, je pense que c'est un bon moment de les faire verbaliser ça et en bienveillance, justement, pour les rassurer sur leurs capacités. Et puis, dans le cadre d'une heure de vie de classe aussi, je trouve que c'est très pertinent, en effet, pour les aider à avoir des outils qui améliorent leur mémorisation, qui améliorent leur concentration en classe. Donc, ils sont toujours très friands de toutes les connaissances sur le cerveau. Ils ont beaucoup de questions à poser dessus. Donc, non, ils sont très intéressés. Alors, pour ma part, moi, je suis remplaçante cette année et je suis en cycle 3, cycle 2, cycle 3. Et je tente à chaque fois que je vais dans une classe de semer des petites graines justement sur le cerveau et sur les neurosciences. Donc, je commence toujours en séance introductive par faire une routine de pensée. Je pense savoir que, et je me demande si, et je voudrais savoir. Et évidemment, les élèves ont des conceptions souvent très, très naïves, des conceptions premières très naïves. Mais par contre, ils ont des questions scientifiques toujours, enfin scientifiques ou pas d'ailleurs, mais des questions toujours pertinentes, d'une grande, grande pertinence vraiment. Et je pense que ça montre qu'il y a une soif de connaissances sur cet organe qu'ils ne connaissent pas finalement, dont on leur parle très peu. Et voilà, et puis c'est vrai que quand je fais mon petit billet de sortie, quand je finis mon remplacement ou en fin de journée, ben, ils me demandent quand est-ce que tu reviens, Mylène, quand est-ce qu'on va continuer à travailler sur le cerveau. Et puis c'est vrai qu'on met des choses en place, on voit la soif. Je n'ai pas un élève d'une classe dans laquelle j'ai remplacé qui ne me pose pas la question de quand est-ce que je reviens pour qu'on continue le travail, pour qu'on continue plus l'exploration d'ailleurs que le travail. Voilà. Merci pour toutes ces explications. Quelles ont été vos plus grandes surprises dans les réactions ou les questions des élèves? Alors, moi, de mon côté, c'est vrai que la plus grande surprise, et je pense aussi que c'est en fait le levier principal de mon changement de pédagogie, c'est en fait, j'ai été très surprise par la lucidité que les élèves ont sur leur propre développement et leur propre progrès scolaire. Et après, les neurosciences, c'est vrai que ça m'a donné l'envie, ça m'a donné des clés aussi pour les accompagner dans cette démarche. Et là, on retrouve la métacognition dont parlait Mylène tout à l'heure. Mais c'est vrai que les accompagner comme ça, d'avoir cette démarche réflexive sur leur propre travail, leur progrès,
C'est vraiment très intéressant. Ça permet aussi d'avoir un regard sur notre propre enseignement, de questionner, de faire réfléchir les élèves sur quelles sont les activités qui fonctionnent pour eux, quelle est la méthode qui leur permet de bien comprendre tel ou tel concept. Et c'est vraiment toujours très pertinent ce qu'ils disent. Je trouve en particulier, par exemple, quand on a tous eu une fois une activité qu'on avait très bien préparée, et puis on est surpris, ça ne fonctionne pas du tout, les élèves n'ont pas compris ce qu'on voulait leur faire passer. Et bien en fait, quand on interroge les élèves, ils ont souvent des pistes très intéressantes à nous fournir. Et c'est vrai qu'en même temps, ils passent toute la journée devant plein de méthodes d'enseignement différentes. Donc, ils acquièrent quand même une petite expertise sur l'enseignement. Pour les collégiens, je ne sais pas si une collègue du premier degré veut ajouter quelque chose sur les surprises ou les réactions. Alors, d'après votre... Moi, je peux rajouter, pardon, Marc, une petite chose pour les surprises et les réactions. C'est vrai que parfois, enfin, moi, je suis arrivée en disant les élèves vont quand même avoir beaucoup de neuromythes déjà construits. Enfin, et à la fin du compte, pas tant que ça. Ils sont, comme le disait Marine, ils ont déjà des conceptions très... Enfin, ils savent presque de quoi ils parlent, quoi. Donc, c'est bien. Il y a quand même des choses à déconstruire et à reconstruire après. Mais moi, j'ai été étonnée de ça aussi. C'est quelque chose dont on parle de plus en plus dans les familles et ils arrivent déjà avec des bonnes connaissances. Voilà. Justement, on peut répondre à la question qui était sur le chat. Si on avait eu des cours, si la vidéo qui a été vue tout au début, s'il y avait des cours sur le cerveau, bien non, parce qu'en fait, ces vidéos, c'est les représentations des enfants suite à un questionnaire qui avait été envoyé. Donc, je vous explique rapidement. Donc, j'ai envoyé un Google Form à mes élèves qui ont répondu aux questions. Et puis ensuite, j'ai affiché au tableau les réponses des élèves. Et on a discuté autour justement de la notion, par exemple, là, c'était l'intelligence. Ou alors, je leur avais montré un deuxième exercice, une photographie. Il fallait qu'ils m'expliquent ce qu'ils voyaient ou ce qu'ils pensaient voir en fin de compte. Donc, il n'y avait pas de cours. Là, c'était vraiment leur représentation. C'était pour répondre à une question sur le chat. Oui, donc, on voit bien, après, c'est en fonction des élèves, bien évidemment. De rien, Marie-Bénédicte. Et on voit bien que... voilà, c'est en fonction des élèves. On a aussi des élèves qui sont issus de familles où le petit garçon qui parlait, son père est neurochirurgien, par exemple. Donc, ça aide. C'est pour ça que je vous dis que ça dépend du cadre et des élèves. Merci beaucoup. Alors, d'après votre expérience, quelles sont les informations que doivent absolument avoir les élèves? Alors, évidemment, en fonction de leur âge, y a-t-il des informations prioritaires, des informations absolument nécessaires à leur scolarité? Alors, je suis lancée, donc je continue. Moi, c'est tout ce qui relève, pour ma classe de CM1, de l'apprendre à apprendre. Donc, pour ma part, faire prendre conscience aux élèves de l'importance de la mémoire dans leur réussite. C'est très important. Pas qu'ils bâclent ça, justement. Et pour ce faire, on peut aussi les outiller concernant des techniques de mémorisation, par exemple la création de fiches mémo, pour permettre en fait la mémorisation par le questionnement. Ça peut être aussi les fléchages des essentiels. Tous ces petits outils qui vont leur permettre, en classe et à la maison, de pouvoir mieux mémoriser. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les règles fondamentales de la mémorisation avec les étapes, les différentes mémoires. Et puis, ce que je trouve très intéressant et que je fais maintenant de plus en plus dans ma classe, c'est d'organiser des moments de mémorisation en classe. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des classes qui sont équipées en numérique et puis avoir des applications telles que Plickr ou Kahoot où, avec le jeu, on peut justement les évaluer sur leur savoir, sur leurs connaissances et apporter un feedback immédiat aux enfants. Donc, c'est vraiment très intéressant, c'est ce que je fais de plus en plus. Et il y a aussi, je pourrais rajouter l'attention et son rôle essentiel dans les apprentissages. Sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge aux distractions éventuelles, les distractions qui sont internes, externes, mais également les supports d'apprentissage qui sont remplis de distracteurs pour les enfants. Ça aussi, c'est important.
les sensibiliser à la cible attentionnelle, qu'est-ce que je dois écouter, qu'est-ce qui est important, et au circuit de la récompense. Toutes ces petites notions, ça leur permet de prendre conscience que pour commencer à comprendre, à apprendre, il faut déjà être attentif. Et enfin, je développerai leur esprit critique. Justement, avec l'histoire du gorille là, dans la vidéo, ils ont analysé leurs propres pensées. Et cela, il s'appuie sur des éléments, des fonctions exécutives telles que le contrôle inhibiteur. Donc, en fait, le contrôle inhibiteur, qu'est-ce que c'est? C'est un processus qui permet d'inhiber des pensées automatiques qui ne sont pas appropriées. Et si déjà ils ont conscience de ça, bah, comme la petite fille le disait dans la vidéo, qu'elle a été trop vite, qu'il fallait qu'elle réfléchisse, qu'il fallait qu'elle regarde tous les éléments clés de la photographie pour pouvoir essayer de répondre à la question. Donc, ça, je trouve que c'est très important. Et enfin, l'engagement actif, de développer vraiment l'engagement actif. Je pense que les élèves développent des compétences en faisant les choses. Donc, prendre conscience de la diversité, de la complémentarité de tous les mécanismes cérébraux dans la classe. Moi, en tout cas, c'est ce que je travaille avec le cycle 3. Voilà. Merci, Katia. Ouais, tout est dit avec ce qu'a dit Katia, hein. Peut-être à rajouter quand même qu'il est essentiel qu'ils aient une connaissance de l'anatomie du cerveau, qu'ils comprennent bien comment il fonctionne, le nombre de neurones, comment passe l'information. Bah, évidemment, ça dépend de l'âge, mais quand même, très tôt, ils peuvent avoir une vision très claire de l'anatomie du cerveau. Et puis, ça leur permet en fait de bien comprendre qu'on a tous... que les cerveaux humains, en fait, ils sont tous semblables, mais qu'on est tous uniques. Donc, cette unité dans la diversité, c'est quelque chose d'important aussi pour leur faire comprendre qu'ils font partie d'une communauté plus large qu'eux-mêmes, mais avec les mêmes atouts aussi. Voilà. Merci, Mylène. Alors, suite à la certification que vous avez entreprise, quels seraient, selon vous, et en guise de partage avec les collègues qui sont avec nous ce soir, les points de vigilance et les points d'appui en termes de modalités de travail concernant l'apport des neurosciences dans la classe? Alors, je crois que ce qui est important de savoir, c'est que les neurosciences sont complémentaires à d'autres disciplines. Et en fait, moi j'ai un CE1, mais vraiment il est souhaitable que les neurosciences ne constituent pas un cours à part. Il est important de les considérer comme des apports qui traversent toutes les disciplines. Donc, les métiers de l'éducation impliquent une veille scientifique. Les connaissances évoluent rapidement et donc il est nécessaire d'être dans une logique de recherche d'informations tout au long de sa vie professionnelle, de sa carrière. Et bien sûr, il faut aussi s'inquiéter des dérives possibles quant à l'intégration des neurosciences dans la classe. Les élèves ne sont pas des petits adultes et les élèves ne sont pas non plus des petits neuroscientifiques. Donc, il faut que ces contenus de neurosciences en fait, doivent leur permettre de mieux se comprendre. Et en fait, une autre dérive importante serait de penser que travailler avec les neurosciences ne concernerait que les élèves. Et on pense tous voilà, qu'avant tout, les neurosciences doivent modifier notre manière de penser l'apprentissage, mais pour nous, les enseignants, tant sur la pédagogie que sur la didactique. Et en fait, les élèves vont mieux apprendre si nous modifions nos méthodes d'enseignement. Voilà. Donc, il faut qu'on favorise un travail coopératif, qu'on apprenne aux élèves à travailler à partir de leurs hypothèses et surtout aussi à partir de leurs questions, de leurs questionnements permanents. La dernière chose que je pourrais rajouter, c'est que les neurosciences dans la classe ne doivent pas donner l'impression aux élèves en fait, que ça ne leur est pas accessible. Certains élèves, petits, plus grands, vont tout avoir dans les mains. Ils vont avoir toutes les informations nécessaires sur la mémoire, sur l'attention. Et pourtant, ils ne mémoriseront pas. Et pourtant, ils ne seront pas attentifs. Donc, c'est tout simplement que le problème peut avoir sa source ailleurs.
un problème génétique, neurologique. Donc, les neurosciences, ce n'est pas magique, hein. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes des enseignants. Mais en travaillant ensemble, en équipe, hein, dans une attitude bienveillante, hein, je sais que les méthodes d'enseignement vont changer. Merci beaucoup, Claudie. Alors, Alors, moi, évidemment... pardon, vas-y Marc, Non, pardon. vas-y, Mylène, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je voulais juste rajouter qu'effectivement, comme Claudie le dit, faire très attention à la veille scientifique, à rester très alerte sur ce qui se dit et sur les nouvelles recherches, sur les nouvelles avancées scientifiques, parce que sinon, on risque en voulant bien faire, hein, de continuer à véhiculer des neuromythes. Donc ça, il faut être très vigilant parce que les choses changent très vite. Voilà. Et puis peut-être juste d'un point de vue très pratique, nous, la différence dans le secondaire par rapport à ce que disait Claudie, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai des élèves 1h30 par semaine. Donc, si les neurosciences ne sont faites qu'en SVT, forcément, ça rend plus compliqué vraiment la compréhension, la mise en place d'automatisme et d'une vraie démarche des élèves. Donc, il faut que ce soit évidemment un projet d'équipe interdisciplinaire pour que les réflexes s'ancrent réellement chez les élèves. Il y a plus de portée. Tu as tout à fait raison, Marine. Merci beaucoup. Alors évidemment, là, on est sur vos témoignages et vos retours d'expérience quant aux neurosciences cognitives vues par les élèves et par vous-même enseignants. Mais alors, j'avais envie de vous poser la question, quid des parents? Comment associer les parents pour qu'eux-mêmes puissent avoir accès à tous ces contenus? Alors Marc, moi je pense que c'est une question vraiment essentielle parce qu'on aura beau mettre en place toutes les démarches de neurosciences qu'on veut dans la classe, si on n'embarque pas les parents avec nous, on n'aura fait que la moitié du travail. Donc il faut vraiment expliciter, il faut prendre le temps d'expliquer notre démarche, mais aussi de recueillir leurs questionnements, de les rassurer et de comprendre qu'eux, en fait, n'ont pas expérimenté ça. Les méthodes à leur époque étaient très différentes. Et donc, il faut comprendre que ça puisse être un peu perturbant pour certains parents. Et donc, voilà, prendre le temps avec eux d'expliciter tout ça. Et aussi de leur expliquer le apprendre à apprendre pour que ce qu'on fait en classe, si ils l'accompagnent les élèves à la maison, il y a une continuité là-dedans. Donc, ça peut être fait dans des temps, pourquoi pas, informels, entre enseignants et parents, des petits cafés parents ou des échanges, des cafés neuro. Voilà. Café neuro, allez, on va lancer l'initiative des cafés neuro. Je ne sais pas si mes collègues veulent ajouter quelque chose par rapport aux parents avant de donner la parole et les questions pour en revenir au café parent, mais je pense que là, c'est une très bonne idée. Ça passe par la communication, en fait. Une bonne communication par rapport à ces différents projets qu'on peut trouver dans les établissements, avec justement une volonté d'établissement aussi, c'est important pour qu'il y ait plus d'impact sur les apprentissages et les progrès des élèves, pour qu'il y ait une sorte de cohérence éducative. Donc, si on intègre les parents dans ce système-là, on peut les faire participer à des ateliers aussi, des ateliers avec les enfants. Et c'est d'autant plus, je pense qu'il y aura d'autant plus d'impact si ce sont les enfants qui expliquent en fin de compte, aux parents ce qu'ils font. Et les parents, pas qu'en simples spectateurs, hein, mais qu'eux aussi mettent la main à la pâte, pour ne pas citer une fameuse association, mais pour qu'ils se rendent compte. On demande à nos enfants d'être actifs, d'être engagés, aux parents aussi, pour qu'ils vraiment qu'ils s'immiscent dans ce projet. Voilà. Si vous êtes aussi convaincante avec les parents, c'est parfait. Vas-y, Claudie, pardon. Abidjan, on parle d'un triangle harmonieux en fait, entre les profs, les parents et les enfants. On est tous impliqués, tous dans le même bateau et on doit tous avoir le même langage. Donc, bien sûr, communiquer avec les parents, c'est primordial parce que les parents ont leur propre idée sur les apprentissages, sur l'école, sur l'enseignant. Et moi, je sais que je travaille beaucoup avec le numérique en complémentarité d'un enseignement plus classique et c'est perturbant quand les élèves arrivent au début dans la classe. Donc, on communique beaucoup. Alors, moi, je ne fais pas de café neuro encore, mais pourquoi pas l'année prochaine. Mais je peux faire des visios. Qu'est-ce que c'est qu'un sketch note? Qu'est-ce que c'est qu'une...
Qu'est-ce qui est important, en fait? C'est la mémorisation. Qu'est-ce qui est important? C'est comment votre enfant mémorise le mieux. Et en fait, les parents, au fur et à mesure, ils voient arriver, ils mesurent les connaissances de leurs enfants, ils partagent avec eux et ils apprennent aussi. Voilà. Oui, c'est l'histoire de la coéducation, en fin de compte. C'est ce fameux ce concept très important aujourd'hui. Il n'y a pas et l'école et la maison, mais il doit y avoir une transition, une relation, un lien fort avec les parents et l'école. Merci beaucoup. Si vous êtes aussi convaincante avec les parents qu'avec nous ce soir, ça va marcher, c'est sûr. Je ne sais pas s'il y a des questions de la part des collègues qui sont avec nous ce soir, de toutes les personnes qui sont avec nous. Alors, il y avait une remarque dans la boîte de dialogue autour du stress. C'est Lydia qui nous dit « Comprendre le stress les intéresse beaucoup et les aide ». Ça vous parle, ça? Est-ce qu'on est aussi sur la gestion du stress ou On est sur la gestion. Bien sûr. On est sur le stress. Le stress diminue la cognition, diminue la mémorisation. Donc, il faut absolument qu'ils apprennent à gérer ce stress pour mieux apprendre, pour mieux mémoriser, pour être plus attentifs. Oui, puis ça crée des sentiments métacognitifs. Donc, on revient par exemple au statut de l'erreur. Aujourd'hui, il faut vraiment leur faire comprendre que l'erreur, en fait, c'est un levier pour les apprentissages. Et que si on repart de leur représentation pour arriver à, entre guillemets, à la réponse juste, l'écart, c'était en fin de compte ce qui va nous permettre de travailler avec eux. Et si on pose les mots, les bons termes pour leur expliquer que l'erreur, donc c'est un levier aux apprentissages, ça va permettre peut-être, pas affirmer, mais de développer des sentiments métacognitifs plus positifs. Voilà, et c'est très important, ça. Oui. En fait, c'est surtout dédramatiser l'erreur. Parce que si on apprend aux élèves qu'on peut se tromper, mais on va s'améliorer, finalement, il y a moins de stress à aller à l'école parce qu'il n'y a pas de stress à avoir à l'évaluation, par exemple. Mais surtout que l'erreur fait partie intégrante de l'apprentissage. Aussi. Oui, sauf qu'il faut que ce soit aussi suivi d'une bonne rétroaction des enseignants. Il faut vraiment qu'il y ait aussi un soutien de l'enseignant qui va donner le bon chemin à prendre pour qui a fait une erreur. C'est super parce que c'est vraiment comme ça qu'on apprend. Mais voilà comment tu pourrais reprendre le chemin pour pouvoir ne pas te tromper cette fois-ci. Donc, il faut une rétroaction bienveillante, efficace et positive. Alors, on a quelqu'un qui réagit dans la boîte de chat, Marie-Bénédicte, qui dit « Pour l'erreur, il faudrait former les enseignants à ne pas anticiper les erreurs, mais laisser les élèves les faire pour analyser par la métacognition. » Alors, je vous explique mon intervention. C'est parce qu'en fait, j'ai fait réfléchir des enseignants. Je suis formateur de quelques enseignants et je leur ai demandé justement la place de l'erreur. Et je leur ai dit, est-ce que vous pourriez faire un travail identifiant les erreurs? L'objectif, c'était de passer du système heuristique, parce qu'ils ne connaissaient pas. Et presque tous m'ont fait un travail en disant, on dit aux élèves qu'il faut faire attention à ça et ça et ça avant. Voilà. Et comme ils ont l'habitude d'enseigner, ils anticipent les erreurs qui vont être possibles au lieu de les laisser faire. Et je pense qu'à un moment, c'est important d'expliquer aux enseignants que c'est pas mal de laisser faire les erreurs automatiques aux élèves. Surtout qu'en plus, pour peu, ils ne les font pas. Donc, on évite de les ancrer avant même qu'ils ne les fassent. C'est sûr. Voilà. Mais c'est assez amusant. Je pense que j'ai eu 28 retours et sur les 10, il y en a qui m'ont dit « Mais vous nous avez dit de ne pas anticiper ». Je dis « Oui, je vous ai dit de ne pas anticiper ». Oui, mais en même temps, si on demande aux élèves de bien regarder l'exercice, le document, de se poser des questions, de prendre son temps avant de se lancer, il peut aussi anticiper, alors je n'aime pas trop ce mot, mais je n'arrive pas à voir par quoi je pourrais le remplacer, mais à ne pas tomber dans certains pièges et quelque part à ne pas faire certaines erreurs. L'élève. Et dans ces cas-là, on pourrait co-construire avec les enfants, les élèves, des grilles justement d'analyse d'erreurs. Par exemple, tu t'es trompé parce que tu n'as pas lu la consigne, tu n'as pas compris la consigne, ou tu n'as pas eu les connaissances, tu n'as pas assez mémorisé, ou autre chose où tu étais distrait. On pourrait faire une topologie des erreurs justement à éviter pour essayer de comprendre pourquoi tu t'es trompé éventuellement. C'était ça l'objectif en fait.
L'idée, c'est de construire derrière des fiches pour empêcher ces erreurs. L'objectif final est ça, après. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres remarques ou des questions? Alors, juste un petit clin d'œil, on parlait du stress tout à l'heure. Vous savez que toute la semaine, évidemment, il y a eu des conférences, des ateliers tous les soirs depuis lundi maintenant. Nous sommes le dernier jour et il y a eu justement des interventions autour du stress. Et notamment, avons-nous besoin du stress? Et puis, tout ce qui relève un petit peu du travail autour des émotions, le rôle des émotions sur la mémoire, parce que Katia, tu parlais de la mémoire tout à l'heure, et sur la mémorisation des élèves. Voilà. Et sur la bienveillance aussi, sûrement. La bienveillance, c'est très important. Peut-être que mes collègues ont des choses à dire sur la bienveillance. Alors moi, je voulais juste rebondir sur les émotions, effectivement sur la bienveillance après, mais sur les émotions. Je pense que c'est vrai qu'on fait beaucoup maintenant d'ateliers, de pleine conscience, de yoga, mais il faut le lier justement aux apprentissages et à expliquer aux élèves que ce n'est pas ce qu'ils sont dans un état qui vont leur permettre d'accéder à un certain bien-être et une certaine relaxation qu'ils vont pouvoir être prêts à se mettre au travail, à bien mémoriser, à être dans de bonnes dispositions pour travailler. Et la bienveillance, évidemment, ce que tu dis, Katia, c'est essentiel. On sait maintenant que si on est bienveillant avec nos élèves, eh ben, on va bienveillant, maternant, on va favoriser l'apprentissage, alors que si on est dans un environnement rigide et pas si positif que ça, ben, ça va couper les apprentissages. On le voit tout de suite, même sur le physique des enfants, quand on fait une remarque et qu'on ne se rend pas compte, des fois, on voit juste, boum, le petit arrondi de dos qui nous fait nous rappeler que ben, là, on n'a pas dit suffisamment, on l'a pas dit suffisamment bien pour que l'enfant comprenne que c'était une remarque bienveillante et pas une critique. Et puis d'ailleurs, cette bienveillance, elle est même visible en fait par les images cérébrales. On voit qu'un enfant qui est dans un environnement bienveillant, son cerveau, vraiment d'un point de vue biologique, va se développer davantage qu'un enfant qui est dans un environnement peut-être plus dur, moins bienveillant. Donc là, c'est vraiment quelque chose de physique qui se crée dans son cerveau. Là, c'est la prof de bio qui parle. Ouais. Marine, oui. Et puis, c'est vrai que considérer positivement les élèves, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est développer des sentiments métacognitifs positifs. J'en reviens, mais dire que... Et puis, c'est aussi leur donner du courage, en quelque sorte. Donc, mais cette bienveillance, moi, je voudrais l'élargir, pas que aux élèves, mais je voudrais l'élargir aussi envers les collègues, qu'on travaille ensemble, on échange nos pratiques. Certains ont peur justement de venir, de montrer ce qu'ils font, parce que je ne sais pas s'ils ne sont pas sûrs d'eux, mais ils ont peur du jugement. Mais en fait, la bienveillance, on doit l'avoir envers les élèves, envers nos collègues et aussi envers nous-mêmes, parce que on a tous fait des séances et encore aujourd'hui d'apprentissage où on s'est dit, là, on s'est un petit peu trompé, ce n'était pas ce qu'on voulait faire. Mais en fin de compte, ce n'est pas grave. Je pense que la bienveillance, elle doit être pas qu'envers les élèves, mais envers tout le système. Et pour s'aider, parce qu'on demande aux enfants de collaborer ensemble, de coopérer, il faut aussi que nous, ensemble, on collabore et qu'on s'entraide. Alors, je me permets juste de préciser, et à l'ensemble des collègues qui sont avec nous ce soir, on ne peut que vous recommander chaudement les conférences de Catherine Guéguin, notamment sur le lien entre justement tout ce qui relève des apprentissages et la bienveillance. Et puis, nous sommes dans un contexte aussi particulier, puisque nous sommes établissement français de l'étranger, et donc avec notamment des profils plurilingues et multiculturels. Et donc, c'est intéressant aussi d'aller écouter Catherine Guéguin, notamment sur ce lien-là et comment on peut accompagner les élèves. Et pour rebondir sur ce que tu... Donc, tout ça est disponible sur la chaîne YouTube de la Mission laïque française, au même titre d'ailleurs que toutes les conférences et les ateliers de toute cette semaine seront disponibles très, très vite pour que vous puissiez, d'ores et déjà, d'ailleurs, c'est déjà en ligne, tous les soirs, c'est mis en ligne. Vous pouvez retrouver toutes les conférences et les ateliers. Pour revenir sur ce que tu disais, Katia, juste il y a 10 secondes, tu parlais des collègues et de la bienveillance envers les collègues. Justement, les collègues, qu'est-ce qu'ils pensent de votre travail autour des
des neurosciences cognitives avec vos élèves et est-ce qu'ils le comprennent, ce travail, et est-ce qu'ils ont envie eux aussi de se lancer dans cette belle aventure? Ouais, moi, je n'ai pas encore eu le temps de partager collectivement. Donc, c'est surtout les collègues qui sont proches de moi. Donc, proches de moi physiquement, les classes à côté ou vraiment les collègues de CE1 qui s'intéressent à ce que je fais, qui regardent les jeux, qui regardent aussi les applications numériques que j'utilise et tous les petits outils que je fabrique. Donc, oui, il y a un intérêt et de nombreux collègues déjà se sont investis en s'inscrivant aux conférences de la semaine du cerveau. Donc, je pense on plante des graines et ça vient. Et alors, qu'est-ce qui pourrait faire peur aux collègues pour se lancer? Qu'est-ce qui pourrait être le dernier rempart qu'on pourrait essayer de les faire franchir? Alors, moi, je pense que ce qui fait peur aux collègues, c'est peut-être justement de se remettre en question et d'être en quelque sorte bousculés dans leur pratique. Ce n'est pas facile. Alors, il y en a qui vont le faire avec plus ou moins de facilité et d'autres pas. C'est également sortir d'une certaine zone de confort et d'oser d'autres façons de faire. Je pense qu'il ne faut pas craindre, alors là je parle aux collègues qui nous regardent, il ne faut pas craindre justement de questionner son identité professionnelle, parce que ça fait partie en fin de compte d'une logique qu'on devrait avoir. Ce n'est pas grave, parce que bon, tout évolue, le monde évolue, nous évoluons, les enfants évoluent, bon, c'est comme ça. Et je pense, parce que je parlais justement pour venir à la bienveillance, je pense que la notion de collectif est très importante et ça peut jouer un rôle très motivant pour nous enseignants. Par exemple, les échanges de pratiques ou même être confronté à d'autres visions, des visions qu'on n'avait peut-être pas pensées, des astuces, des livres, des articles. Je trouve que ça permet d'élargir en fait nos champs des possibles. Il ne faut pas aussi avoir peur de rencontrer des difficultés. C'est ce qu'on dit aux élèves. En fin de compte, c'est en tombant qu'on arrive à marcher. C'est la même chose. Et voilà, je pense aussi qu'être accompagné, c'est très important. Et même si on est seul dans l'établissement, parce que ça peut arriver qu'on se retrouve seul, le monde est grand aujourd'hui, hein, et le monde est accessible grâce à Internet. Il y a de nombreux groupes sociaux, des communautés d'apprentissage, par exemple. Aujourd'hui, avec Internet, c'est une mine d'or. Et on peut faire des rencontres, on peut échanger des pratiques. Enfin, vraiment, moi, j'encourage. Il ne faut pas avoir peur. Si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. Faites ce que vous pouvez, puis petit à petit, comme on dit, hein, l'oiseau fait son nid. Hein. Voilà. Moi, je dirais peut-être aussi qu'il y a une peur de ne pas savoir par où commencer, en fait, parce que c'est vrai que ça paraît tellement vaste comme champ, sur des concepts très différents les uns des autres. Et je pense que, comme a dit Katia, il faut se lancer, commencer par rejoindre des communautés sur les réseaux sociaux de profs qui traitent de ça. Il y a beaucoup, beaucoup de livres, beaucoup de sites internet qui traitent de ces thématiques. Et puis après, par contre, c'est vrai que ça ne remplace pas forcément. Après, voilà, si on veut vraiment pousser, moi, je sais que, par exemple, je n'aurais pas pu, par moi-même, ramasser autant d'informations que cette formation m'a donné. Ouais, parce je pense que c'est plein de choses qu'on n'aurait même pas imaginées. Ouais, c'est vrai que ça bouscule beaucoup. Hein. Moi, j'ai été beaucoup bousculée pendant cette certification, mais à la fin du compte, c'est euphorisant et on est quand même très bien encadré et très bien épaulé et par Pascal et l'équipe et par les collègues avec qui on travaille. Donc, c'est euphorisant. Voilà. Bon, c'est la force du collectif. On a Corinne qui a levé la main. Corinne, nous te cédons la parole avec grand plaisir. Bonsoir, Corinne. Oui, bonjour. Vous avez plus ou moins répondu à une question que je voulais poser, de savoir les réactions des collègues autour. Donc voilà, parce que moi, je vais faire une diagonale vite fait. J'utilise, moi, tout ce qui est carte mentale, etc., depuis 3 ans maintenant, parce que c'est la 3e année que je le fais. Et cette année, j'ai ajouté les compétences de vie dans mes façons de faire. Et c'est vrai que je vous rejoins quant à la sérénité et ce qu'on gagne. Bon, je pose la classe aussi, c'est que j'ai commencé les cartes mentales avec une classe de CE2, parce qu'il y a 2 ans, j'étais avec des CE2.
J'ai préparé tout un master, l'influence des cartes mentales par rapport à la mémoire, etc. Enfin, tout ce que ça pouvait leur apporter. Et donc, ils m'ont servi de cobaye, ces enfants. Et cette année, j'ai changé puisque j'ai des CM2 et donc je retrouve mes petits oiseaux que j'avais en CE2 qui depuis ont mûri, etc. Mais je me suis aperçue que même s'il y a eu le CM1 au milieu, ils ont quand même continué à utiliser, certains, pas tous, tout ce qui était carte mentale. Et cette année, on est vraiment parti, parce que moi j'ai suivi tout un tas de formations et leur expliquer, bon, c'est vrai que j'en ai un aussi dont le père est neurochirurgien, donc ça aide pas mal. Et donc, ils ont tout un tas de questions sur leur cerveau et comment ça fonctionne et pourquoi, etc. Et j'ai rajouté donc cette année tout ce qui était compétences de vie. Donc c'est vrai que le terrain était peut-être déjà propice du fait d'avoir travaillé sur les cartes mentales, etc., avec eux il y a 2 ans. Mais j'ai gagné, je vous rejoins, parce que j'ai gagné en sérénité. C'est vraiment le mot que j'emploie. Parce que il y a 2 ans, j'ai fait un AVC. Donc voilà. Et pas de burn-out, mais de bug, quoi, de tout qui sautait en même temps. Et que depuis que je pratique de cette manière, j'ai gagné en calme. Aussi bien, j'apprends sur eux, comme j'apprends sur moi, c'est-à-dire sur ma façon de faire, la façon que je pratiquais. Et la façon dont maintenant je pratique en utilisant donc toutes ces techniques, quoi, tous ces petits tuyaux, tous ces petits trucs qu'on a autour à droite et à gauche. Et donc voilà, j'apporte une témoignage. Et Marc, il les a vus, mes oiseaux, donc il a fait connaissance. Et donc, il a eu l'occasion de voir les résultats, quoi, de ce que ça donne. Mais peut-être que je ferai une petite vidéo. Là, elle m'a bien plu, votre petite vidéo du départ. C'était sympa. En tout cas, chapeau. Franchement, chapeau. Merci, Corinne. De toute façon, je pense qu'on n'a plus le choix. Katia a dit tout à l'heure, le monde change. Donc, l'école doit changer, les enseignants doivent changer. Oui, mais c'est compliqué quand on est avec des gens qui ont appris d'une certaine manière le cours magistral de base, quoi, apprend et machin, et d'arriver devant les parents, on a beau leur dire il faut apprendre, d'arriver devant les parents, fais-moi réciter. Non, tu ne fais pas réciter. Certes, ton parent, ça va le secouer un petit peu parce que il va être obligé de lire la leçon et de te poser des questions et d'inventer des questions pour voir si tu as bien compris. Parce que faire réciter, à part une poésie ou de la conjugaison ou table de multiplication, il n'y a aucun intérêt. Et ça, les parents, c'est compliqué. Et même les enseignants autour, c'est compliqué pour ça. Parce qu'il faut remanier tout, quoi. Ceux qui ont leur fiche depuis X temps, parce qu'ils n'ont pas bougé de la même classe et que le programme, ils ont juste adapté un petit peu. Maintenant, rajouter les cartes mentales, les façons, l'histoire du cerveau, etc., leur expliquer, c'est compliqué de faire changer. Ou pas. Je crois aussi qu'il faut montrer aux collègues que ce n'est pas si compliqué. Je crois que notre rôle, ça va être ça. Je crois que moi, quand j'ai commencé cette certification, je n'avais jamais entendu parler du sketchnote. Et bon, je trouve que ce n'est pas si compliqué de s'y mettre. Voilà. Et quand rien que prononcer le mot sketchnote, on a 28 sourires. Waouh, maîtresse, c'est vrai, on a appris ça, on se rappelle, on dessine ça. Mais je crois que c'est important de montrer aux collègues. Oui, c'est une formation complexe, c'est une formation difficile. Mais une fois qu'on commence, une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, c'est pas si compliqué que ça. Et votre intervention de ce soir y contribue largement. On est sur un échange de pratiques et on vous en remercie infiniment. Là, on est sur un collectif. Tout à l'heure, vous avez employé le terme collectif. Eh bien oui, vous êtes un collectif, 4 personnes. Pourtant, vous êtes, alors sauf Marine et Katia qui sont dans le même établissement, mais Claudie et Mylène sont dans d'autres établissements sur un autre continent et n'empêche que vous travaillez ensemble pour le bien-être de vos élèves et dans l'intérêt d'apprentissage, on va dire, les plus harmonieux possibles. En tout cas, un grand merci à vous pour votre témoignage et tous les collègues sont unanimes pour dire, c'est vraiment enthousiasmant, ça donne vraiment envie. Donc voilà, on contribue tous à faire rayonner un petit peu ces pratiques. En tout cas, merci à toutes les 4 pour votre témoignage absolument extraordinaire. Merci aux enfants, parce qu'évidemment, vos élèves ont été de fabuleux témoins. Et puis, merci à, plasticité cérébrale, effectivement.
En tout cas, merci à vous quatre. Merci à Pascal Toscani, évidemment. Et puis, je vous laisserai le mot de la fin. Et merci à tous les collègues et toutes les collègues qui sont là ce soir, parce que c'est vendredi soir. On termine la semaine du cerveau. Tout le monde est un petit peu fatigué, c'est normal, mais c'est tellement enthousiasmant et rafraîchissant de vous entendre. Je rappelle que la session est enregistrée, qu'elle sera disponible très, très, très vite. Et voilà, on vous dit à très bientôt. Merci vraiment. Merci Pascal. Merci à tout le monde. Merci à mes collègues aussi. Merci Marc, merci Pascal, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. À très bientôt. À bientôt.